Ok, intéressant de voir que quand même on s'appuie sur du connu pour aller vers quelque chose qui est quand même un petit peu plus pointu, moderne, etc. Mais que pour autant, et on s'aperçoit ça avec la durée dans nos métiers, c'est que tous les 10 ans, en gros, les principes d'entraînement vont évoluer, changer, etc. Et que pour autant, il faut, et d'un, pas se jeter sur la nouveauté à corps perdu, et de deux, pas jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait pendant les 10 dernières années. La vérité, elle n'est jamais là. Tu es d'accord avec moi, Aurélien? Il Ouais, tout à fait. faut y aller Tout à avec fait. petite pincée. Ouais, non, non, rappelez-vous faut toujours être très, très humble par rapport aux révolutions en sciences du sport parce que d'abord, on a fait des champions olympiques, on n'a pas attendu de faire du non-linéaire pour faire des champions olympiques, donc des grands champions olympiques, donc, dont les records de certains tiennent toujours. C'est quand même pas très très récent qu'on a pété le record de Boubka à la perche, donc malgré les progrès techniques sur la perche, donc on se rend bien compte que les méthodes d'entraînement de l'époque délivraient des champions qui pouvaient rivaliser avec les champions actuels. Donc il faut être très modeste par rapport à ça. Ensuite, il y a souvent des cycles de mode. Moi, je me rappelle quand j'étais petit dans le centre que j'ai géré pendant des années par la suite et qui a près de 100 ans d'existence, il y avait des kettlebells. On appelait ça vulgairement et globalement les haltères à boules. Hein. Il y avait l'haltère à boules court, l'haltère à boules long et l'haltère à boules qu'on appelle aujourd'hui le kettlebell. Et il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Ça a été jeté, littéralement, jeté à la poubelle au profit de machines guidées qu'on est en train de jeter à la poubelle. Les machines guidées, on est en train de les jeter à la poubelle. Ça a commencé il y a 3-4 ans avec la démocratisation des tendances fonctionnelles. Aujourd'hui, on est en train de se dire, bon, faut que ce soit libre, faut qu'on mette. Mais encore une fois, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'entraînement guidé aussi pour d'autres raisons, en se disant, ouais, bon, finalement, c'était quand même pas si mal sur les indicateurs de puissance maximale. C'était pas si mal sur la saturation absolue musculaire, si vraiment on veut adresser de manière très locale un maillon faible de la chaîne ou gérer une prise de masse en changement de catégorie de poids, etc. C'est pas avec un Masbel ou avec un kettlebell qu'on va faire ça, de manière précise en tout cas. Alors qu'avec des machines guidées, vous êtes sûr d'où vous arrivez, c'est très clair. Euh, Tout ce qui est jeté de charge, etc., il y a rien de mieux qu'une Smith Machine qu'on est en train de démonter dans la plupart des studios coaching parce que plus tendance, parce qu'on a dit il faut faire de l'haltéro. Donc, jetons pas, voilà, jetons pas tout. Il faut savoir ce pourquoi on utilise quel outil et si on est bien dans nos baskets par rapport à ça, on garde tout. Ici, à FitStation, on a absolument tout. Hein. Je peux vous faire. Vous me voyez ou vous m'entendez seulement? Oui, on te voit et on t'entend. Bah, regardez, je vous fais voir un petit peu Ah l'endroit ben où, oui, avec plaisir. où on pratique. Hein. Ça commence par du guidé. Hein, regardez. Ah ouais, c'est top ça. Et c'est Ça dans ça. commence par du très guidé. Alors bon, c'est du guidé très moderne hein, avec des écrans. C'est de l'iso-cinétique, iso-inertiel. Donc on arrive à travailler purement en excentrique avec ça et avec de l'isotonie et l'isocinétisme. Hein. C'est un peu Du e-gym. c'est des gyms, c'est des gyms. Ouais. Mais alors derrière, on passe à un espace totalement fonctionnel. Il y a les Masbel qui sont là, il y a les Clubbell qui sont là, les haltères courts qui sont là, TRX, des stands attraction à dips, kettle, on a les plateaux d'haltéro, on a même regardez les haltères boules. Voilà. Ah ouais. Voilà. Puis ça c'est des judokas. Voilà. Mais c'est au cercle. Dis-moi, Aurélien, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Avec toutes les compètes là qui s'annulent, qui ont pu s'annuler à cause de ce virus et du confinement, pour la planification, comment tu as ajusté? Est-ce que tu allongeais tes cycles ou tu mettais en place autre chose? Qu'est-ce que tu faisais? Non, par rapport au confinement, je suis d'un naturel assez pessimiste, si tu veux. Et du coup, j'ai tout de suite planifié sur des blocs sans compète.
Et ça, c'est depuis le premier confinement, si tu veux. J'ai tout de suite planifié sur 2 confinements, dont un en octobre. À 5 jours près, j'étais dedans. Ok, et dans ce cas, si là je vois que, enfin, il y a des compètes quand même qui se passent, du coup, est-ce que tu le fais rentrer au dernier moment ta prépa, ton affûtage pour la Bah, compète ou tu en tombes. vrai, les compètes, encore une fois, il y a 2 niveaux. Il y a la pré-élite et il y a vraiment l'élite élite. Et au final, les seuls pour qui j'ai dû adapter, c'est ceux qui font les championnats d'Europe la semaine prochaine. Donc ça, on l'a su très tôt, que ça allait être maintenu sans public. Je pense que c'est ce qui va devenir aussi des Jeux Olympiques. Je pense que les Jeux Olympiques vont se tenir, donc je planifie pour les Jeux, mais sans public. Donc du coup, au final, ça concerne 3 de mes athlètes seulement, les championnats d'Europe. Donc, tous les autres s'entraînent comme si il n'y a pas de compète, donc ils s'entraînent. On fait un cycle de développement comme on n'en a jamais fait. Et du coup, Pour le coup, on fait la planification telle qu'on nous l'apprend dans les livres. Celle qu'on n'a jamais réussi à faire de toute ma carrière, j'ai jamais réussi à faire un cycle de développement complet comme ça. Et pour les autres, pour te répondre, j'ai ajusté 6 semaines avant. 6 semaines avant, on a basculé sur un cycle d'intensification et d'approche. et du coup, pour tes athlètes qui n'ont pas de compète, comment tu arrives à les garder motivés? Parce que quand tu arrives sur un cycle de force et que tu n'as pas d'objectif, parfois, c'est pas trop évident, quoi. Ouais, c'est vrai, mais on a du coup des objectifs intermédiaires physiques. C'est-à-dire que du coup, alors j'ai 2 groupes en ce moment. J'ai un groupe très jeune qui a des objectifs purement techniques, donc eux, ils sont en plein apprentissage, donc ils s'émerveillent de découvrir l'haltéro, de découvrir les kettlebells, d'apprendre à manœuvrer le mass-bell, etc. Donc le TRX, enfin, ils découvrent tellement de trucs, si tu veux, ils sont à l'école, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre, sur les autres, effectivement, on se donne des objectifs de prise de masse, des objectifs de modification corporelle, des objectifs de performance. Ça dépend vraiment des gens, quoi. Et, et au final, ils sont assez sereins parce qu'ils sont tellement en permanence happés par des pressions temporelles de performance que là, ils ont le temps d'une vraie saison off comme dans le sport US, quoi. C'est intéressant. Ok, super, merci. Tu prépares que des judokas? Non, non, pas du tout. J'ai un D'accord. pilote en endurance aux 24 heures du Mans et en formule électrique. J'ai un golfeur, D'accord. un grimpeur de vitesse, une haltérophile. Euh, En ce moment, c'est ça. Ok. Et tu as à peu près combien d'athlètes? 25. Et pour tout cela, tu utilises les mouvements d'haltérophilie pure dans leur prépa physique? Non, pas tous. D'accord. Non, pas tous. Il y en a qui ont des contre-indications physiques d'abord. Ok. Il y en a qui ont pas forcément d'intérêt à utiliser ce type d'exercice. Même si je pense que dans l'immense majorité des cas, ça donne une culture du mouvement qui est intéressante. Malgré tout, quelqu'un qui est dans un sport porté en triple flexion permanente, par exemple, comme c'est le cas en sport auto, a, a plus finalement intérêt à contrer cette triple flexion permanente qui éteint encore plus la chaîne postérieure que la vie de tous les jours, finalement, par des mouvements simples de soulevé de terre, d'extension de buste, de hip thrust, de choses comme ça. Et n'a pas d'intérêt à développer son explosivité en triple extension, si tu veux. Donc, il y a tellement de choix à faire sur l'entraînement que c'est pas la peine de perdre du temps sur des trucs qui sont pas spécifiques. Puis le deuxième exemple, c'est les gens qui vont exprimer la puissance de l'extension de hanche plutôt dans l'horizontalité. Je pense aux sprinters, je pense à des gens qui vont sauter en longueur pour différentes raisons, qui eux vont plus trouver de la spécificité dans une double extension, genou-hanche horizontalisé, comme c'est le cas en kettlebell ou en soulevé de terre, par exemple, qui vont pas forcément avoir intérêt d'un tirage verticalisé. Ça, c'est vraiment la panacée pour les sports de triple extension, comme les sports de saut verticaux en volleyball ou en golf. Le golf, par exemple, c'est un sport de triple extension. Donc, l'haltéro est très spécifique à ces sports-là. Beaucoup moins
et beaucoup moins au sport. Et du coup, on peut développer une richesse gestuelle par d'autres biais, d'autres outils. Très bien, très instructif. On a fait le tour des questions. Allez, je vais aller bosser. Je vous laisse avancer sur le Allez, planning. Aurélien, on te laisse, on te remercie de ton Merci. Avec plaisir. Bisous à tous. Merci Ciao. beaucoup. Ciao.